Des mines déçues, de la déception, mais aussi forcément de la frustration. Le FC Sion qui s'est donc incliné 2-0 à Tourbillon face au FC Lucerne. C'était la 35e journée de Super League. Tous les résultats sont connus et tout reste possible, en tout cas en bas de classement. Bienvenue dans le temps additionnel avec Steve Guillot et Jérémy Manière. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va commencer par vous parler du FC Sion, puisque le FC Sion s'est incliné sur sa pelouse face au FC Lucerne. Alors il va rester un match au FC Sion pour se sauver en Super League. En gros, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Après, on va dire 1 ou 3 matchs, puisque si tu es barragiste, tu as quand même ces matchs de barrage. Maintenant, c'est vrai que la prestation de ce soir, elle nous désole un peu parce que c'était bien parti. Le FC Sion gagnait 1-0, faisait le taf, était bien en place. Et puis, Thibert Pont et Alain Rohrbach ont souvent parlé de la condition physique. Et nous, on ne le ressentait pas forcément ici sur le plateau. Moins. Et effectivement, le FC Sion s'est écroulé physiquement, a beaucoup reculé dans le terrain et a encaissé 2 buts assez incroyables, notamment le deuxième. On va tout de suite se rendre à Tourbillon vers vous. Daniel Romano, vous êtes avec un joueur valaisan. Oui, avec Denis Yapikino. C'est un mélange d'incompréhension et de tristesse, ce qui est en train d'être dit en plateau. Un po' di tristezza, un po' di incomprensione. Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Non lo so, siamo partiti bene, abbiamo fatto anche il gol 1-0, siamo andati in vantaggio. In pausa ci siamo detti andiamo fuori, non lasciamo niente, come va la partita. Ma anche io non so, abbiamo preso un gol, poi il secondo, poi il cartellino rosso. E poi era difficile in 10, avanti abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, non abbiamo sfruttati bene. Sì. Difficile à expliquer pour Denis Yapikino lui-même, difficile à expliquer qu'est-ce qui a pu se passer entre la première et la deuxième mi-temps. Il y a peut-être voilà, le carton rouge qui a joué un rôle. Nous, ce qu'on a l'impression de voir, c'est une équipe qui abandonne physiquement et mentalement. Mentalmente, ma anche fisicamente c'è stato un calo pazzesco. Secondo tempo sì e no, alla fine eravamo in gioco, poi dopo, come ho detto, dopo il rosso lì sì, lì c'è stato un calo, non lo so cosa è successo, non abbiamo più giocato come il primo tempo, meno aggressivi, sì, poi abbiamo lasciato la partita. Moins d'agressivité, il revient sur cet épisode du carton rouge malgré tout. C'est peut-être ça qui a déréglé l'équipe, même si nous, on a vraiment l'impression que c'est dès le début de la deuxième période qu'on a vu un autre visage de ce FC Sion qui ira finalement tout jouer lundi au Kibun Park. Adesso vi giocate tutto lunedì a San Gallo. Sì, andiamo a San Gallo, alla fine dobbiamo dare tutto e poi alla fine facciamo i conti. Cosa esce fuori. L'importante è vincere per 3 punti e poi vediamo. Grazie mille, buona serata, grazie d'essere venuto. Voilà, gagner, c'est le mot d'ordre, c'est la seule chose qui compte pour le match de lundi. Difficile en tout cas de voir cette équipe du FC Sion réussir à faire un match de 90 minutes en entier, mentalement et physiquement, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est vrai parce que ce qu'on avait vu en tout cas en début de période, on était plutôt rassurés ici. Alors rassuré, non, parce que c'est vrai que le FC Sion nous a habitués au fil d'une partie de se perdre un petit peu. Je crois qu'il manque de constance d'un match à l'autre et il manque surtout de constance aussi dans la même rencontre. Par contre, les 20-25 premières minutes, elles étaient positives. Ça, il faut leur laisser, bien disciplinés, agressifs dans les duels, avec un pressing fait assez haut, qui ont fait que les Lucernois ont perdu pas mal de ballons en construction. Et tout était, entre guillemets, au beau fixe avec cette ouverture du score assez précoce. Ils avaient tout pour bien faire ce soir devant leur maigre public, mais malgré tout, devant un gradin qui a quand même poussé un peu. Alors, Daniel Romano a posé la question à Denis Yapikino. Est-ce qu'ils ont lâché mentalement, physiquement ou les deux? Ouais, mais je crois que l'un va avec l'autre. Hein. Mensana incorpore sano. Je crois que... Ouais, c'est un peu de latin. Voilà, il y a même associé à du latin là. C'est un peu de latin, c'est un peu de latin. D'accord. Je ne vais pas traduire. Non, on préfère pas. Non, mais
Le problème, c'est que si vous êtes bien dans votre tête, vos jambes vont mieux. Puis inversement, si vous fatiguez, vous avez aussi des petits coups derrière la nuque, comme l'on dit. Donc, il y a un vrai lien. Et c'est vrai que la situation de FC Sion, elle est pénible depuis Noël. Et ils ont gagné que 2 matchs à Tourbillon. C'est un truc incroyable. Ça, tout joueur qui a été joué un jour à Tourbillon, Jérémy, tu es d'accord avec moi, c'était l'horreur d'aller à Tourbillon. Tu avais peur. Tu disais, si tu fais un point, c'est un bon résultat. On n'avait pas peur, mais, non, mais donc, on était habitué à ce que Sion soit quand même bien plus fort à Tourbillon que durant cette année et même les 2-3 dernières années. On va vous remontrer évidemment ce qui s'est passé dans ce match entre Sion et Lucerne, avec tout d'abord une situation qui est passée inaperçue en début de match. Et puis pourtant, Steve, elle mérite quand même attention. Oui, effectivement, là il y a un duel entre Balthazar et Bourges. Puis on voit bien que la balle, elle va au bras. Alors, c'est clair, l'arbitre ne peut pas voir. Il y a Piquino qui a dû le voir parce qu'il gesticulait beaucoup sur le terrain. On le voit en arrière-plan. Il s'est rendu compte, vous voyez, on le voit bien en arrière-plan, ses mains. Et puis, effectivement, c'est toujours difficile de siffler penalty. Mais disons qu'il y a eu tellement de situations à discuter cette saison qu'on s'est dit pourquoi pas en discuter aussi ce soir. Et puis, on l'a dit, il y a les Valaisans qui sont quand même bien entrés dans ce match. Il y aura encore une situation avec très bien servi. Il y a Piquino, Itaitinga qui dévie le ballon, qui se heurte à 2 reprises sur le bras de Fernandez. Oui, alors de nouveau un pénalty accordé grâce à l'intervention de la VAR. Il y a 2 voire 3 mains du joueur de Lucerne, mais on peut quand même prendre la défense du joueur de Lucerne qui saute pour aller au duel de la tête et qui est dos au ballon. Et malgré tout, pour moi c'est une blague de siffler ce pénalty-là, mais c'est les règles qui sont mal faites. Tant mieux en l'occurrence pour le FC Sion et Anto Gergic qui délivre le gradin nord sédunois avec ce pénalty bien exécuté. Mais ça ponctue une très bonne période du FC Sion en ce début de match. Clairement, c'est 2 situations dans les 16 mètres, 2 situations de penalty. C'est la preuve qu'il y a des centres, on est dans le box. Et le FC Sion a vraiment très bien débuté le match et on était très positif sur ces 20 premières minutes. On retourne à Tourbillon puisqu'on a un joueur lucernois cette fois-ci à l'interview. Oui, Niki Bellocco, qu'on imagine heureux. Vous n'avez pas l'air, vous n'avez pas trop le sourire. Pourtant, vous êtes européen, c'est magnifique. Ouais, je suis très content pour cette victoire. À la mi-temps, on perd 1-0 et je trouve qu'on a bien réagi en deuxième période. Le coach nous a parlé de rester tranquille et qu'on aurait des occasions et on a eu des occasions, on a pu les mettre au fond. Avec Pascal Schurf qui vient de passer, il vous a coupé le vilain. Continuez. Et je trouve que cette 4e place, vraiment, on devait la boucler aujourd'hui. Je trouve que depuis le début de la saison, on était très solide. On a fait une très grosse saison. Je trouve que cette place, elle est méritée. Mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On va encore aller chercher ce dernier match contre Servette et voir si on peut pouvoir essayer de finir 3e. Servette est prévenu. Niki, qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la deuxième mi-temps? On a posé exactement la même question aux Valaisans parce que eux, on les a vus complètement différents dans le sens négatif du terme. Et vous êtes revenus avec des changements, d'autres joueurs aussi, mais un autre état d'esprit. Ouais, on est revenu avec un autre état d'esprit parce qu'on savait l'importance de ce match. On perd 1-0 et au vestiaire, on a dit les gars, c'est maintenant, il y a 45 minutes, on peut le faire. Parce qu'il y a des matchs, on a marqué 3 buts en 45 minutes. Aujourd'hui, on a pu être solide, très solide. Et je trouve que cette victoire, elle est bien méritée. On vous félicite encore, bravo à vous, Lucerne, et donc européen. Merci beaucoup, Niki Bellocco. Alizé, on vous rend la parole. Il y a Barthélémy Constantin qui va arriver d'ici quelques instants. Bon, finalement, c'est une bonne analyse de sa part. Hein. C'est vrai que dès le moment où ils ont un peu mis la deuxième vitesse, ouais, il nous a fait rire, Niki Bellocco, parce qu'il est comme sur le terrain, il ne calcule pas, il est plein d'énergie, il est rafraîchissant à l'interview. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai état d'esprit différent avec l'entrée notamment de Chader en deuxième période qui a amené beaucoup de bien, qui a amené du lien entre les lignes, qui a pris la position numéro 10 avec Meyer qui a reculé. Et c'est un joueur qui, par sa percussion, par sa qualité technique, a vraiment transcendé ce FC Lucerne. C'est un peu un gros mot parce que Lucerne n'a pas été exceptionnel aujourd'hui, mais c'est une entrée qui a fait du bien et ça a amené un peu toute l'équipe dans son sillage. Non, mais après mon latin, les grands mots, tu peux y aller, Jérémy. Mais Bellocco, en tout cas, de toute évidence, ne connaît pas le résultat entre Lugano et IB, parce qu'il pensait qu'il pouvait encore réussir à être 3e. On peut lui dire qu'il sera uniquement 4e au bout du classement. Et on retourne à Tourbillon vers vous, Daniel Romano, puisque vous êtes en compagnie de Barthélémy Constantin. Ouais, mensana in corpore sano, disait Steve Guillot. Il faut un esprit sain, un corps sain. Ce soir, on n'a pas vu ça au FC Sion, surtout en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est physique, c'est mental, c'est les deux, c'est quoi? Non, on était là avec la mentalité. On avait un meilleur état d'esprit. On était bien mieux, on a bien mieux commencé notre match. La première mi-temps était très bonne. On a lâché un petit peu en deuxième mi-temps, on a voulu revenir.
Et voilà, l'équipe a quand même... tout le monde s'est battu pour l'équipe. On prend un carton rouge qui est pas nécessaire. Et c'est clair que ça nous fait du mal. Et après, on essaie de pouvoir revenir au score. Mais c'était compliqué à 10 contre 11. Ouais, ça n'a pas fonctionné. À notre sens, déjà avant le carton rouge, avant cette expulsion, on a eu l'impression que Sion a énormément reculé, que Sion n'arrivait plus à retrouver le football qu'il pratiquait en première mi-temps. Vous êtes d'accord? Non, on a reculé, on était, comme j'ai pu le dire, on était moins bien. Le carton, c'était un peu le coup de massue de la deuxième mi-temps pour nous, et ça nous a mis un coup sur le moral et ça nous a abattu sur la deuxième mi-temps. Maintenant, il faut se relever, il faut rester mobilisé pour aller à Saint-Gall et faire le meilleur match possible à Saint-Gall pour revenir en Valais avec une victoire. J'allais y venir à ce match de Saint-Gall. C'est vraiment une énième fois le match à ne pas perdre, le match à gagner. Comment est-ce qu'on relance cette machine à chaque fois, chaque semaine? Non, c'est clair que voilà, comme tu as pu le dire, c'est plusieurs fois qu'on dit que c'est le match qu'on ne doit pas perdre. On doit aller là-bas, on doit mobiliser tout le monde, aller avec les joueurs qui sont motivés, qui veulent se battre pour le club, pour l'équipe, pour les supporters. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir sûrement une fin heureuse du côté de Saint-Gall, mais uniquement avec ces gens-là. Une dernière question, Barthélémy, concernant ces banderoles qu'il y a eu ce soir. Je ne sais pas si vous avez pu les lire. Elles sont difficiles, elles sont dures envers votre papa. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas si vous avez pu les lire. Je vous les lis. Marguera, il y a 10 ans, voulait te mettre une tarte. 10 ans plus tard, c'est tout un gradin qui veut que tu partes. Retourne organiser des choucroutes plutôt que de saccager notre club de foot. C'est quand même très très dur et très très violent. Ils ont déjà eu dit des choses comme ça. J'ai pas le temps de me concentrer sur ce que les fans peuvent écrire en banderole. Je m'occupe du match et je m'occupe pas du reste. Mais ça fait depuis petit que je vois des banderoles dans le gradin nord ou dans d'autres gradins. Donc c'est pas du tout un problème pour moi. Les supporters veulent se plaindre, ils se plaignent. Et aujourd'hui, avec les résultats, c'est clair qu'on peut comprendre leur non-satisfaction. Mais c'est pas quelque chose qui m'importe du tout en fait. Vous avez bien raison, la réponse classe de Barthélémy Constantin, qu'on remercie d'être passé vers nous. Merci, au revoir. Bart, on se voit lundi à Saint-Gall, au Kibun Park. Dernière chance pour le FC Sion de ne pas être barragiste, ce sera donc lundi. Merci beaucoup, parce que finalement, c'est quand même un petit peu l'histoire qui se répète. Il y avait l'opportunité ce soir, surtout avec la défaite de Winterthur, de passer devant. Et puis là, il y a encore ce match. On le disait en présentation du match que ce match était important. Il ne faut pas oublier que le déplacement à Saint-Gall, où souvent vous affrontez une équipe où il y a beaucoup d'énergie, le public est derrière, le stade sera certainement plein pour ce dernier match. Donc, moi, ce qui me fait souci, c'est comme Barthélémy dit, on doit se déplacer avec les joueurs concernés. Donc, ça signifie qu'il y a des joueurs qui ne sont pas concernés. Ça, c'est quand même terriblement inquiétant à l'aube de la 36e journée. Ouais, on se replonge tout de suite dans le fil de ce match. On a vu l'ouverture du score sur penalty par Grgic. Et puis, il y aura ce coup franc à la 20e minute, coup franc de Ziegler, la reprise de la tête de Chouaref et le portier lucernois qui évite ici. Oui, effectivement. Alors, un bon coup franc de Ziegler, bien botté au premier poteau, avec une belle reprise de la tête de Chouaref. Ça paraissait anodin, mais c'est un vrai arrêt du gardien, avec un rebond juste devant qui aurait pu être malencontreux. C'est plus dangereux que ce que ça en a l'air sur l'image live. On vous a dit que le FC Sion avait été bon dans les 25 premières minutes. Ça se confirme, parce que la seule occasion lucernoise, elle intervient juste avant la mi-temps. C'est Ottiguer qui s'élance seul, qui élimine plusieurs Valaisans et qui terminera par se heurter au portier Safari. Ouais, incroyable. On voit d'ailleurs les joueurs Sion qui lui courait après, qui abandonne au bout d'un moment, tellement il allait vite. Et il échoue dans le dernier geste. Safari Casque qui sort bien, qui coupe le maximum d'angles. Alors c'est vrai qu'Ottiguer, il fait quasiment 80 mètres seul avec le ballon. Il part juste à l'orée des 16 mètres, un déboulé assez incroyable. Et heureusement pour le FC Sion à ce moment-là, c'est toujours 1-0. Mais c'est vrai que c'est la seule vraie occasion lucernoise de la première mi-temps. Eh bien, Lucerne qui va entamer la deuxième mi-temps comme il a terminé la première, c'est-à-dire sur les chapeaux de roue, avec ici Ziegler d'abord qui va trouver la latte. C'est quand même une grosse occasion avec plusieurs petites occasions à l'intérieur. Ah ouais, non, mais là, c'est l'action bêtisier. Il y a une grosse incompréhension de mésentente entre Sio et Pipoa à l'origine, qui aboutit à la perte de balle, avec Ziegler qui touche la latte et ensuite Villiger qui rate le but vide. Ça aurait dû faire 1-1 déjà à ce moment-là. Ouais, grosse erreur défensive. Et puis là, juste après, coup sur coup, eh bien, c'est l'égalisation. Ouais, alors on est dans l'enchaînement du musée des horreurs.
Il y a une succession de maladresses. Ici, on voit Grgic qui la dévie. Il y a Piquino qui aurait dû la dégager, puis qui la remet finalement à l'adversaire. Et Schürpf en profite pour cette égalisation en début de match. Ça augurait pas grand-chose de bon sur la suite. On a tout de suite senti qu'effectivement, le FC Sion allait être en difficulté. Ouais, il va être en difficulté, même encore plus rapidement que prévu, puisque Poa va se faire expulser. Barthélemy Constantin nous en a parlé tout à l'heure lors de son interview. Après une gifle donnée à Fridek, c'est quoi? C'est un manque de lucidité ici? Ouais, c'est complètement ça. C'est peut-être un léger manque d'expérience ou de lucidité. C'est un joueur qui brille par son engagement, son agressivité. Par contre, là, il y a un excès, puis surtout, il y a une mauvaise réaction. Alors, vous me direz, la petite tapette, ça ne va pas envoyer Martin Fridek à l'hôpital de Lucerne ce soir, mais c'est un geste qui est répréhensible et qui coûte cher dans ce contexte-là, malheureusement. Et avec la VAR, voilà. c'est clair. Oui, la VAR qui est intervenue. Ben oui, de nouveau. Donc, ça, en live, il n'y a rien, quoi. Mais avec la VAR, c'est l'expulsion. Et puis il y aura la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps, occasion sédunoise, après la 70e minute. Ce coup franc de Ziegler et puis Grgic qui reprend. Mais bon défenseur, on aurait pu croire que c'était le portier, mais c'est bien un défenseur lucernais. Ah ouais, alors là, on voit déjà que le mur dévie la balle sous le centre de Ziegler. Ziegler qui tend toujours un très fort ses centres. Ça finit dans les pieds de Grgic qui frappe. On pense que c'est Vasic qui la prend, mais en fait, c'est Beko. Et puis le deuxième but lucernois qui va être inscrit après un bon centre de Dorn. Et c'est Tchader qui va inscrire ce deuxième but quelques minutes après. Et puis, conséquence, Sion qui ici est barragiste et puis qui perd les pédales en fin de rencontre. Bon, alors ça faisait un petit moment quand même qu'il perdait un petit peu les pédales, mais ça, disons que c'est dans la continuité du rouge écopé par Poa. Un centre qui est pas très intense, avec pas forcément un grand danger apparent, mais une incompréhension de nouveau dans la défense sédunoise. Et le problème que je vois là, c'est qu'il peut contrôler dans les 5 mètres du pied avant de conclure devant le gardien. C'est quand on est dans un danger de relégation, on ne peut pas se permettre en tant que défenseur de faire des erreurs comme ça, malheureusement. Ouais, il y a Grgic qui feint de prendre la balle de la tête. Il met dans le vent finalement Santini qui ne saute pas. Qui est surpris un peu. Qui est surpris. Et Tchader peut la contrôler du pied dans les 5 mètres puis ajuster sans être gêné. Donc ça, c'est quand même, ça montre tous les problèmes qu'il peut y avoir sur cette action au FC Sion dans certaines situations comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut attendre du match de lundi? J'espère qu'en tout cas une réaction, surtout une constance dans la performance, parce que pour pouvoir faire quelque chose à Saint-Gall, Sion devra au minimum, dans l'intensité et dans l'état d'esprit, faire ce qu'ils ont fait dans les 25 premières minutes. Après, la qualité technique, c'est encore autre chose. On ne va pas, comme je l'ai dit en avant-match ou à la mi-temps, il ne faut pas s'attendre à du Manchester City. Ça ne va pas être huilé, ça ne va pas être rodé. Par contre, il faut un match plein de la première à la 90e minute pour pouvoir espérer quelque chose contre ce Saint-Gall-là qui, comme à son habitude, va mettre beaucoup d'intensité, avec un jeu très vertical, avec beaucoup de vitesse en contre-attaque aussi. Est-ce que le FC Sion sera capable de tenir la distance sur le plan physique après la prestation d'aujourd'hui où ils ont paru émoussés? Je ne sais pas, j'espère pour nos amis sédunois évidemment, mais voilà, il faudrait, le maître mot, ça sera forcément de répondre présent mentalement et surtout d'avoir une constance dans l'exigence de la performance sur 90 minutes. Ouais, dans ce sens-là, le retour de Moussa Arras va faire du bien. Mais vous y croyez à cette présence physique, à la tenue physique du FC Sion lors de ce match à Saint-Gall? Si on prend la deuxième mi-temps contre IB, oui. Si on prend la première mi-temps aujourd'hui, oui. Si on prend la deuxième mi-temps, non. Et j'espère qu'on ne va pas recommencer le match sur ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Il faut qu'ils aillent au bain assaillant, gentil, tranquille, se retaper, faire un week-end tranquille et puis aller à deux. De toute façon, aujourd'hui, s'entraîner, ça ne sert à plus rien. J'entends les entraînements, ils en ont eu assez. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut se mobiliser à fond pour aller chercher un résultat à Saint-Gall. Bon, on va passer à l'autre match avec Winterthur qui avait un point de plus que Sion avant les matchs de ce soir, qui a toujours un point de plus que Sion après les matchs de ce soir. On va vous montrer ce qui s'est passé. On vous montre principalement les buts dans ce match entre Winterthur et Zurich avec l'ouverture du score par Marquezano après une passe de Boran Jasevic. Ouais, Zurich a commencé vraiment très très fort avec ce centre de Boran Jasevic et cette reprise de Marquezano qui est techniquement très très dure à réaliser, mais il l'a fait magnifiquement bien.
Et c'est deux acteurs majeurs du titre de la saison passée qui s'expriment ici. Et Marquezano marque seulement son 2e but de la saison. C'est dire à quel point, tant sur le plan individuel que collectif, Zurich a été un petit peu décevant cette année. Ouais, et puis les Zurichois qui doublent la mise, Aliti qui transmet à Guerrero, qui inscrit le 2-0, c'est joli. Ouais, alors on va le voir, hein, c'est un joueur qui est en pleine confiance parce qu'avec son pied gauche, il va pouvoir la reprendre ici, hop, et puis pleine lucarne, donc impossible pour le gardien de Winterthur de la prendre. Ça symbolise le très bon match de Zurich aujourd'hui dans ce derby. Ils en voulaient vraiment plus. On le regarde un peu dans l'œil, hein, il y avait de l'intensité, ça tamponnait pas mal. Il y a eu pas mal de duels, mais techniquement, Zurich a été supérieur à Winterthur. Et Zurich est sur une très bonne phase, qui a même encore quelque chose à jouer pour cette 5e place. Ouais, on a vu effectivement uniquement des buts et des actions zurichoises. Voici encore le 3e but zurichois au retour du thé. C'est Krasniqi qui trouve le poteau, pas le but. Ouais, effectivement, alors Krasniqi qui est pour moi une des révélations de ce 2e tour du côté de Zurichois, qui a vraiment trouvé son rôle en soutien des attaquants au FCZ. Et là, son solo, il est brillant. On voit qu'il balade un petit peu à Bedini et sa frappe enroulée méritait meilleur sort. Exactement. Et puis... on découvre en fait. Hein, on découvre, la dernière action, on l'a découverte. Faut être honnête, on la découvre. C'est ça, exactement. Soyons honnêtes avec le téléspectateur. Exactement. On va faire un point... On l'a vu passer celle-là quand même. On l'a vu parmi passer, nos 8 ou 9 écrans, là, voilà. on l'a vu passer. Ouais, exactement, on l'avait même choisi, c'est vrai. Me dit mon producteur dans l'oreille. Bon, un point sur le classement, donc après ces 2 présentations, ces 2 matchs. Et vous le voyez, donc pas de changement en bas de tableau, en tout cas pour Sion et pour Winterthur. Sion qui reste dernier, et puis Zurich qui effectivement a fait la bonne opération, qui a pris la 7e place. Vincent Rigolet a recueilli des réactions à l'issue de ce derby zurichois. On commence par la réaction d'un joueur de Winterthur. Souleymane Diaby, on a eu le sentiment, et vous allez me dire si c'est le cas ou pas, vous avez été un peu pris par le stress, l'enjeu de ce match en début de partie. Oui, c'est clair. On a mal débuté notre rencontre. Je pense qu'on était un peu crispé par l'enjeu. Après 15 minutes, c'est le haut niveau, c'est la Super League. 15 minutes, c'est énorme, ça va vite, on prend 2 buts derrière. Mais après, il faut savoir faire le 2 ronds et revenu bien. Mais je pense qu'on a poussé, ça n'a pas marché. Il faut lever la tête, il ne faut pas regarder l'adversaire. On joue notre football et après, on verra le résultat après. Il n'y a rien qui est perdu non plus. Hein. Sion s'est également incliné. Voilà, vous avez toujours ce point d'avance. Maintenant, il faut aller jouer à Berne et ça, c'est pas évident. Justement, il faut aller à Berne comme des hommes. Il faut aller à Berne comme des hommes dans l'intensité, dans les duels, il faut être présent. Je pense dans le foot, rien n'est impossible. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, ça ira. Et on écoute tout de suite une réaction d'un Zurichois cette fois-ci. Antonio Marquezano, vous venez à peine de vous sauver, d'être sûr de rester en Super League. Puis vous avez dit on va aller chercher cette 5e place. Ce soir, vous avez fait une bonne partie du travail. Ouais, je pense que le moment qu'on était sauvé, on doit arriver jusqu'à la fin de saison. On avait encore 7 buts. Alors on essaye. On a encore un dernier match. Aujourd'hui, on a fait un premier pas et on regarde pour lundi. Un match étonnant quand même parce que vous avez beaucoup laissé le ballon à Winterthur. C'était directement le plan de match? Oui, parce qu'on sait que Winterthur, il attend qu'on nous rate des passes au milieu pour repartir en contre-attaque. Alors on a décidé d'essayer les premières minutes de marquer, comme ça on a fait. Après de laisser le ballon et attendre qu'eux ils faisaient des erreurs. Un mot sur vous, voilà, ce but il est enfin tombé parce que ça faisait un moment depuis octobre que vous n'avez pas marqué. Ça fait pas mal de bien, je pense, dans cette fin de saison. Ouais, ça fait du plaisir, ça faisait longtemps. Je sais que cette saison, c'était pas ma meilleure saison, mais à la fin, je suis content qu'on est là et encore on joue pour quelque chose. Et Michael Bugnon de la rédaction de Blue Sport nous a rejoint. Bonsoir Michael. Bonsoir Alizé. Encore une petite réaction quand même sur Zurich parce que c'est étonnant hein, quand on se rappelle de la première partie de saison quand même assez catastrophique de les voir encore là. Qu'est-ce qui est le plus étonnant? Dites-moi. Le début de saison catastrophique ou ce qu'ils font maintenant? Moi j'ai l'impression qu'on oublie que c'était le champion en titre et puis qu'on attendait quand même mieux sur le début de saison. C'est vraiment le début de saison qui était complètement loupé. Pour moi, Zurich est à sa vraie valeur sur ces derniers mois. Vous êtes d'accord avec ça les deux? L'arrivée de Bo Henriksen a quand même changé pas mal de choses. C'est vrai qu'on se souvient
de ce qui se passait aussi en Europe, parce qu'on l'a presque oublié, mais Zurich était européen cet automne, avec notamment ses défaites contre le PSV Eindhoven, 5-1, 5-0, là c'est pas le même visage, Jérémy. Non, de loin pas. Après, je crois que Zurich n'était pas calibré pour être champion la saison passée, et jouer sur 2 tableaux avec l'effectif qu'ils avaient dans une Europa League qui est très très compétitive, avec des adversaires comme Arsenal, comme le PSV, faisait que c'était compliqué de tous les 3 jours renclencher la machine et faire les points qu'il fallait nécessaires en Super League. Là, le rythme qu'ils ont, par contre, sur cette fin de saison, c'est le rythme d'un potentiel champion. Je crois que c'est 11 points sur 15 possibles. Donc, la vérité se situe un petit peu entre les deux. Je crois que c'est pas, ils surcarburent sur cette fin de saison et on était en droit d'attendre quand même un petit peu mieux sur le début. Ça, et n'oublions pas qu'ils ont perdu quand même Cizé et Doumbia, qui étaient quand même 2 joueurs très dominants dans le FC Zurich la saison passée. Allez, on va enchaîner avec Grasshopper Saint-Gall, un match important pour les places européennes et le résultat de Zurich qui joue un rôle pour ces 2 équipes. Et oui, car avant cette journée, Zurich était 8e avec uniquement 2 points de retard sur le 5e, une 5e place que convoite également le FC Saint-Gall et les Grasshoppers 6e et 7e. On fera les comptes à la fin, si vous le voulez bien. Mais pour ce soir, c'est assez simple, malheur aux perdants. Entre ces 2 formations, les sauterelles bondissent sur le terrain avec de belles intentions. Première action, et quelle action! Renat Dadashov part à la limite du hors-jeu sur un long dégagement et derrière, ça se passe de commentaires. Le but de la soirée peut-être est signé Eshkelkim Demachai. Depuis un bon mois, l'international kosovar retrouve des couleurs après une première partie de saison un peu ratée. L'homme en forme du moment, on peut le dire, pour les Hoppers, et il le prouve. Et si jamais Hoppers, c'est simple, ça veut juste dire sauterelle. En parlant d'hommes en forme, on change de camp cette fois-ci, mais on va rester en attaque. Emmanuel Latelat se crée 62 occasions. Bon, ok, j'abuse un tout petit peu, mais il y en a en tout cas 3. Il en met une au fond à la 26e minute de jeu. La combinaison avec Witzig est réussie, elle est travaillée. 14e goal pour l'Ivoirien qui rejoint Guy Menot au classement des buteurs côté Broder. En plus de ces 2 goals, on a eu un but annulé pour Saint-Gall, des actions, des fautes, des cartons, des engueulades et 62 tirs donc de Latelat. Vous l'aurez compris, c'était animé durant ces 45 premières minutes, beaucoup moins en 2e période où il va falloir attendre les dernières minutes pour voir des actions et même des buts. Entrée en cours de jeu, Sketine déville de la tête et serre Ndengue. Là aussi, un joli goal. Ce n'est pas souvent lui qui fait la différence pour Grasshopper, mais là, il fait tout juste Ndengue pour marquer le 2-1 des sauterelles. Après ça, les Zurichois ont dominé, se sont créés d'autres occasions également, se sont même vus refuser un goal. On a vu, c'était la 81e minute. On pensait d'ailleurs que ce but serait le goal vainqueur. Mais au lieu d'avoir le 3-1, eh bien on va avoir un 2-2. Faute d'Amir Abrachi qui shoot littéralement dans le pied de Lucas Görtler. C'est bien maladroit de la part du milieu de terrain albanais, mais ça fait clairement un penalty pour la formation saint-galloise. L'occasion pour Moreira de regarder ses anti-sèches comme il en a l'habitude. Le Portugais gigote de droite à gauche, puis part du bon côté face à Latelat. Mais finalement, c'est Görtler qui va se faire justice lui-même en égalisant pour les Brodeurs au terme d'une chaude rencontre de football. C'était tendu et ça se termine sur un match nul. Mauvaise affaire pour Saint-Gall qui reste derrière Getse, qui passe également derrière le FC Zurich. La 5e place s'éloigne. Steve, Getse, européen en fin de saison, ce serait quand même une petite surprise, il faut l'avouer. Ce serait beau pour Contini, pour tout le travail qu'il a fait. Et le résumé est magnifique, des beaux buts. J'en ai d'autres à vous proposer plus tard. Ouais, non, mais vraiment, des Mazai et Dengue, c'est des beaux buts. Rassurez-moi, Görtler, il a repris le jeu ou bien après le... Ah, il n'avait rien du tout. C'est bon, on est rassuré parce qu'il est... On le connaît. Ouais, c'est un bel acteur, C'est lui qui marque. Donc, Ouais, c'est ça, il était sur le terrain pour marquer, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai, Jérémy, est-ce qu'on attendait Grasshopper là, en début de saison? Oui, c'est une équipe de milieu de tableau. Je crois que toutes les équipes, à part IB qui est largement au-dessus, et puis Winterthur qui, en début de saison, était plus ou moins destiné à jouer la 9e place pour se sauver. Toutes les équipes, plus ou moins, se valent. C'est la régularité qui, finalement, a payé. Getse finit bien sa saison et peut s'octroyer une petite cerise sur le gâteau lors de la dernière journée. On a une interview d'après-match recueillie par Stéphane Franière. Noël Osli, 2-2 à la maison pour cette dernière rencontre cette saison ici au Letzigrund pour Getse. C'est un bon point face à un bon FC Saint-Gall. Oui, je pense le match, il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait
il y avait des duels très intensifs. Le match, il aurait pu tomber sur les deux côtés. Et à la fin, on prend ce point. Il y a quand même aussi énormément de talent dans cette équipe de Getse. Vous êtes un des exemples. Offensivement, on l'a vu avec le magnifique but de Demassai notamment. Getse pouvait à tout moment aller marquer ce soir aussi. Oui, effectivement, le talent, on voit tout le temps à l'entraînement. On n'était pas toujours, cette saison, on n'était pas toujours, on n'avait pas toujours les bonnes performances. Mais à la fin, on sait qu'on peut toujours être dangereux sur le terrain. Pour vous, c'était le dernier match à la maison pour Getse avant une nouvelle aventure qui va commencer. Quelles sont vos émotions? Je suis très, très heureux de pouvoir d'aurait pu retourner à Getse. Je suis très content d'avoir pu jouer avec les fans de Getse. Et maintenant, j'ai hâte de jouer à Bochum. Merci beaucoup. On lui souhaite effectivement bien du plaisir. On a une deuxième réaction, celle du coach saint-gallois. Peter Zeidler, après une entame de match très compliquée, cette ouverture du score rapide de Getse, Saint-Gall a pris le dessus. Saint-Gall s'est créé d'énormes occasions. Malheureusement, ça n'a pas suffi ce soir pour empocher les 3 points. Ouais, une entame catastrophique même. Alors on a commencé le match à 1-0 contre nous. Alors c'était pas l'objectif. Après, on a, comme vous dites, on a bien joué, on a dominé. On a 4 situations 1 contre 1 devant le Moreira qui a fait un match extraordinaire. Et à la fin, c'est quand même un match nul. Alors, ils ont tout donné, mais avec les autres résultats. Alors, si on avait gagné, on aurait, avec une autre victoire lundi, on aurait été qualifié pour l'Europe. Mais c'est pas encore terminé. En effet, il y a encore un petit espoir au moins de bien terminer à la maison. Et ça, c'est extrêmement important pour un club, pour un entraîneur, pour une équipe entière de finir cette dernière étape chez soi par une victoire. Oui, alors on a toujours dit on revient en forme, peut-être un peu trop tard, mais on est en forme. Vous avez vu, on a dominé la première mi-temps et l'adversaire était quand même Getse avec de très bons joueurs. Après, bon, alors le stade va être plein, ça va être une fête. Après, la saison sera terminée. Après, on va encore tout donner lundi prochain. Bon, il reste positif, il veut tout donner contre Sion, ça on l'a bien compris. Hein. Oui, je crois qu'il y a toujours un petit esprit de revanche dans l'esprit de Peter Zeidler au moment de retrouver son ancien club. Et d'autant plus parce que voilà, ça sera une belle fête au Kibun Park contre un adversaire qui est abordable, parce qu'il y a un adversaire qui est en grande difficulté. Donc ils n'ont pas le ballottage le plus favorable avec leurs 42 points et leur 8e place, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais. Faut quand même calculer un petit peu. Mais tout reste mathématiquement jouable, surtout qu'il y aura des confrontations directes entre Getse et Bâle. On passe à un autre match, le deuxième club roman engagé en Super League, le Servette FC qui recevait le FC Bâle. Les Grenats pouvaient faire un grand pas vers la place de dauphin de Young Boys, Michael. Et oui, en jeu 2e place pour le Servette FC, en jeu 5e place pour le FC Bâle, mais là aussi, comme avant, difficile un tout petit peu de faire véritablement des calculs dans les deux camps, vu qu'il y avait quand même beaucoup d'inconnus sur les autres pelouses. Un nul pouvait quand même être bon pour les Genevois, moins peut-être pour l'équipe bâloise. Reste qu'on s'attendait quand même à 2 équipes prudentes en début de rencontre. Ça s'est un peu prouvé, en tout cas au début, même si Servette met légèrement le nez à la fenêtre dans les 20 premières minutes. Il y a un tir au-dessus de Koutessa, il y a cette tête de Stevanovic ou encore quelques débordements de Kevin Mbabou. Voilà, en gros, le résumé de cette première mi-temps. Car oui, on s'est ennuyé au stade de Genève jusqu'à 7 actions plutôt loufoques. Regardez plutôt, Michael Lang se troue et laisse 2 Servettiens s'en aller affronter le pauvre Marvin Hitz. Miroslav Stevanovic offre son 12e but de la saison à Chris Bedia. Pas le plus dur à planter, mais certainement l'un des plus importants. Tiens donc, ça nous rappelle une action servettienne d'il y a quelques années, galvaudée à l'époque par un certain Koro Koné, désormais attaquant à succès dans le Nord vaudois. Bref, on en parle un peu plus tard, si vous le voulez bien. Quel altruisme, toujours, Stevanovic, c'est incroyable.
Synchro, là. Même mot, même Synchro. Revenons à nos moutons, car il y a une réponse du berger à la bergère. Car problème, Servette ne fait pas la course en tête très longtemps dans cette partie. Un Genevois marque, mais pas pour l'équipe de la cité de Calvin, car c'est Zeki Hamdouni qui sort de sa boîte comme souvent. 19e goal, toute compétition confondue, avec le FCB cette saison. Mais bon, là aussi, à l'image de celui de Bédia, même Steve Guillot le marquait, j'en suis convaincu. Surtout. Plus difficile à mettre. En revanche, regardez bien celui de Wouter Burger qui ne se pose aucune question. La défense des Grenats recule, recule et recule encore. Le Néerlandais en profite pour transpercer Jérémy Frick sans être forcément meilleur. Bâle prend l'avantage. En même temps, on est jeudi. Et le jeudi, c'est le soir du FC Bâle. Enfin, jusqu'à jeudi dernier. Désolé, pas un très bon souvenir pour les supporters suisses que nous sommes au niveau européen. En revanche, Servette va profiter de cette récente malédiction du jeudi côté FCB. Car dans l'enchaînement, Stevanovic distribue une deuxième passe décisive ce soir. Et c'est le jeune Hussein Touati qui vient conclure cette action au premier poteau. Suite à une perte de balle au départ des Bâlois, on le voit à l'image. Deuxième but cette saison en championnat pour Touati, celui qui a commencé à jouer pour l'équipe première en février seulement. L'Algérien qui pourrait devenir un élément extrêmement important de René Weiler la saison prochaine. On parlait de prudence. En début de partie, on est bien loin sur cette fin de match. Ça va dans tous les sens. Servette va carrément reprendre l'avantage avec une réussite qui sort tout droit d'un manuel sur un long ballon de Clichy. Stevanovic complète sa soirée de classe mondiale. Et oui, j'utilise ce mot. Appel dans le bon timing, contrôle poitrine, volley dans l'enchaînement entre Demachaï, Burger et maintenant Stevanovic. J'ai quand même vu quelques buts splendides ce soir. Et ce n'est pas terminé. Alors là, on ne parle pas d'un beau but, mais plutôt d'un cafouillage. Sur corner, les Rennais parviennent encore une fois à recoller dans un match finalement complètement fou. C'est l'inévitable Zeki Hamdouni qui vient clore cette rencontre avec son 10e but de l'exercice. Je sais que vous n'avez pas forcément suivi complètement cette partie, messieurs, mais 3-3 dans un match de la 35e journée avec de l'enjeu pour les deux équipes, on ne s'y attendait pas forcément. Non, mais c'est deux équipes qui nous ont quand même plu par leur jeu offensif, on va dire ça comme ça, même si Bâle a eu pas mal de difficultés, surtout au premier tour à marquer. Ils ont des éléments pour faire des différences quand on voit Hamdouni d'un côté et Stevanovic de l'autre. Et mention spéciale aux Bosniens, parce que, alors, on a parlé des beaux buts de cette soirée. Pour moi, celui de Stevanovic, c'est le plus beau. À mon sens, c'est le plus difficile à mettre, parce que le contrôle poitrine après une passe en profondeur de 40 mètres alors qu'il est dos au but et ensuite la frappe, la volée enchaînée en pivot qui finit dans le petit filet, de son mauvais pied qui plus est. Ça, c'est l'apanage des très grands joueurs et c'est un très grand joueur de notre championnat. Si je peux reprendre ce goal, c'est une passe de Clichy, une reconversion incroyable au milieu de terrain, Clichy. Je vous rappelle quand même le lob qu'il a mis l'autre jour. Mais non, j'étais curieux de savoir quel match il a fait. Je pense qu'il a dû être superbe là au milieu. Il a relancé sa carrière pour 10 ans supplémentaires. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, on a des réactions qui nous proviennent du stade de Genève, recueillies par Giacomo Notari. On commence par celle du portier servettien. Jérémy Frick, une dernière à domicile de la saison qui n'a pas manqué en émotion. Ouais, je crois que c'était un beau match. Je crois que le public peut se réjouir d'avoir vu un gros match de football, 3-3, balle Servette. Malheureusement, on avait à cœur de battre cette équipe bâloise cette saison, au moins une fois. On était tout proche et puis voilà, c'est sur des détails, ça s'est joué. Je crois qu'on a fait un gros match. Balle a poussé. On a su faire au dos rond en première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était un peu plus... C'était un peu plus olé-olé, on va dire, le match. Il y avait un petit peu beaucoup d'intensité, mais il y avait un peu moins d'organisation. Et puis au final, ça donne un score qui est intéressant, je pense, pour les téléspectateurs et les spectateurs. Vous avez à cœur aussi de terminer sur une victoire, aussi pour la dernière de votre coach ici. Qu'est-ce qui a fait défaut peut-être sur ces dernières minutes? Ouais, plein de choses. C'est dommage sur ce dernier but. On n'est pas au marquage deux fois. Une première fois et la deuxième fois. Et puis c'est des détails. C'est comme ce premier but qu'on prend. C'est des erreurs individuelles. Là, c'est une question de marquage. On sait que Bâle est très fort sur le coup de pied arrêté. On aurait dû faire les choses mieux en fin de match. Surtout qu'on a marqué un but extraordinaire. Je pense que ça aurait pu être plié si on avait fait le dos rond comme on a fait en première mi-temps. Et puis voilà, au final, ça donne ce score. Je ne pense pas que ce soit un score qui soit... un point chacun, je pense que c'est assez correct vis-à-vis de la physionomie du match. Vous gardez votre destin entre les mains. Une victoire contre Lucerne et vous terminerez deuxième. Ouais, voilà. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que même si on a gagné, ça n'aurait rien changé par rapport au classement. Lugano a fait ce qu'il fallait à domicile.
Et puis voilà, on sait que contre Lucerne, ce sera un match décisif. C'est plutôt bien, je trouve, pour le championnat, que ce soit encore pas joué sur cette dernière journée. Nous, on aura à cœur de faire tout pour finir sur cette deuxième place qui pourrait être historique pour le club sur ces dernières années. On a vu des beaux buts, des belles actions dans cette rencontre. Il y a également une belle image en toute fin de rencontre, puisqu'on l'a dit, René Weiler va arriver l'année prochaine et c'était le dernier match à domicile d'Alain Gaguerre. Très belle image pour ces 5 belles années jouées à Genève. Messieurs, c'est vrai que c'est une belle histoire qui se termine, Steve, pour Alain Gaguerre. Magnifique, quand on pense qu'il vient quasiment de nulle part, que c'était le 3 ou 4e choix à Servette. Il reprend l'équipe en Challenge League, il la monte en Super League. Et s'il termine 2e ce championnat, on pourra dire que c'est 5 magnifiques années au bout du lac. Même en finissant 3e, je crois que son bilan il sera plus que positif. Et ça serait un échec quand même de terminer 3e selon vous? Non, alors ça serait décevant parce que Servette trust cette 2e place depuis longtemps, depuis de longues semaines. Mais une 3e place en Super League, non, ça serait plus qu'honorable pour la belle saison faite par les Genevois. Et je vous propose tout de suite d'écouter une réaction du coach Grenat, justement. Alain Gaguerre, une petite frustration sur la fin avec cette égalisation, mais un scénario ce soir qui rend cette dernière à domicile peut-être encore plus spécial. Oui, le spectacle était là. Je crois qu'il y a eu un match, on a eu une entrée de match assez difficile. On n'est pas arrivé tellement à se libérer dans notre jeu. Bâle était quand même présent, une très belle équipe aussi. Beaucoup de possession du ballon, ils nous ont un petit peu déjoué. Après, sur la deuxième mi-temps, on a pris l'avantage, on a vraiment posé, on a fait des très bonnes choses. On a pris le large à 3-2 avec beaucoup d'occasions de but. Et malheureusement, de nouveau, se faire rattraper comme ça en fin de match. On a pris un peu des plus bêtes aujourd'hui, mais bon, il faut aussi accepter ce genre de match. On joue quand même contre une équipe de Bâle qui a fait un super parcours en Conference League, même qu'ils ont eu des problèmes en Super League cette année. Donc c'est une certaine logique aussi, ce 3-3 par rapport aussi à ce que les Ballons ont montré aujourd'hui. Les supporters servétiens vous ont rendu hommage avant le match. Après le match aussi, vous avez eu droit à un hommage. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Leur dire merci pour les 5 années. Il fallait convaincre, mais un entraîneur doit toujours avoir des résultats, doit toujours convaincre. Donc ces 5 années, on a été systématiquement en progression. Notre staff technique a progressé aussi. J'étais très bien entouré. Et puis il faut dire qu'on a commencé notre aventure en Challenge League. Pour être aujourd'hui 2e au moment où je vous parle, il reste encore une dernière ronde, mais je pense que l'aventure, elle était merveilleuse. Et puis remettre le Servette FC, ce club que j'ai tant aimé comme joueur et aujourd'hui comme entraîneur, de remettre au niveau de la scène du podium, au niveau du football suisse en Super League, c'est tout à fait un parcours magnifique. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai fait. Et puis les gens me rendent bien et les gens ont bien compris aussi que le boulot qui a été fait, naturellement, par toutes les sections, tout le monde à l'intérieur du club porte ses fruits et surtout cette continuité dans le travail. Je crois qu'un entraîneur ne peut pas travailler si chaque année il doit changer de club ou chaque année ou bien en cours d'année il est licencié. Donc c'est un métier très difficile et le fait d'avoir pu progresser sur 5 ans ici, c'est un bonheur fantastique. Lucide, fier et puis quand même un peu ému, et c'est normal. Ben oui, c'est un bail, 5 ans pour un entraîneur. C'est assez rare dans notre championnat de durer aussi longtemps. Et c'est sa maison, il a joué, il a entraîné, il a pris du temps pour lui expliquer tout ce qu'il a fait. Et je pense qu'à la fin, il y avait quelques trémolos dans la voix, mais c'est tout à fait justifié. Il y en a une dernière réaction concernant cette partie, c'est une réaction d'un joueur bâlois. Dan Endoy, quelle fin de match ici à Genève. On peut dire qu'avec ce but tardif, vous évitez quand même le scénario catastrophe. Non, je pense que tout le match a été assez serré. C'est vrai qu'à la fin, on revient tard avec le 3e but. Je pense qu'on aurait pu éviter les buts qu'on a pris. Mais voilà, je trouve qu'on a montré une grosse personnalité pour revenir dans ce match. Et c'est positif pour le dernier match à la maison. Ouais, justement, il y a eu ce but. Après la demi-heure, ce 2-1, on se dit que vous avez passé l'épaule. Après, qu'est-ce qui fait que vous faites reprendre ? Je pense que c'est des erreurs individuelles. On est conscient, ça arrive malheureusement, mais voilà, on a su réagir, c'est ça qui est le plus important. Et voilà, on sait que ces erreurs, on peut les éviter, donc c'est ça qui est positif et on peut progresser là-dessus. Donc voilà, c'est juste ces erreurs qu'il faudra éviter pour les prochains matchs.
votre égalisation sur la fin et les résultats sur les autres terrains vous permettent d'avoir votre destin entre les mains pour la dernière journée. Et ça, c'était le plus important. Non, bien sûr que c'est le plus important. On voulait pas être dépendant des autres équipes. Voilà, maintenant, on a le destin pour le dernier match à la maison. Et il faudra tout donner pour qu'on puisse avoir cette victoire devant notre public. Et dernier match de la soirée, Young Boys était à Lugano, un match aux airs d'avant-première. Eh bien oui, c'était un peu une répétition générale, un teaser, un pilote, appelez ça finalement comme vous voulez. Tout ça pour la finale de la Coupe de Suisse qui aura lieu dans 10 jours entre ces deux mêmes formations. Mais attention, ce n'est pas pour autant un match de gala ou un match d'entraînement puisqu'il y a l'objectif deuxième place pour la formation tessinoise. Et d'ailleurs, ça part fort pour les hommes de Mattia Crocci-Torti puisque la première grosse action est pour Renato Steffen et les Bianconeri. Triple buteur avec l'équipe de Suisse en mars. L'ailier de poche trouve cette fois-ci le poteau du goal gardé par Anthony Racioppi, préféré aujourd'hui au jeune Marvin Keller qui jouait dimanche dernier face à Sion. Raphaël Vicky a d'ailleurs fait 6 changements pour ce soir et ça se voit. Les Bernois sont dans leurs petits souliers. Seul Elia se créant véritablement la seule occasion bernoise. De son côté, Lugano continue à jouer de malchance ou de maladresse, c'est selon. Et pourtant, cette fois-ci, c'est Cellar, le buteur tessinois, qui se retrouve excellemment bien placé. Mais le meilleur des Viennes ensuite, on va l'appeler comme ça, au classement des buteurs, derrière le duo d'IB, ne marque pas son 16e but de l'exercice poteau, acte 2. Mais Chakelia est le seul vraiment à sortir du lot pour le champion de Suisse. Le Congolais joue d'ailleurs un peu tout seul. Vitesse, slalom, il fait mal à la défense luganaise, mais il glisse au moment de prendre son dernier appui. IB en montre trop peu pour véritablement espérer prendre l'avantage face à ce Lugano bien meilleur, il faut l'avouer, ce soir. Ce n'était pas la soirée des Valaisans. Regardez plutôt le pauvre Quentin Masseras qui se fait manger le long de la ligne par la pépite du FC Lugano, Ignacio Aliceda. Et derrière ce dribble, l'Argentin est parfait dans l'exécution. Tir enveloppé, croisé, petit filet. Difficile de faire mieux, honnêtement. Lugano tient là un super joueur, notamment peut-être pour jouer l'Europe, enfin quasiment sûr. Du coup, encore faudra-t-il réussir à le conserver cet été. Reste que pour le moment, il est bien Bianconero et il permet à Lugano de l'emporter. Mais pas 1, bien 2-0. Grâce là encore à un bijou, je vous l'avais promis, j'en ai vu des beaux buts ce soir. La louche va être signée Amoura qui réalise le geste parfait face à Racioppi suite à cette récupération du ballon. Il n'hésite pas devant le pauvre gardien de Young Boys. Ce but et cette défaite, c'est presque une petite humiliation pour le leader du championnat. Alors certes, cela ne va rien changer, ou presque au schmilblick, mais reste que Kibé ne prépare pas de la meilleure des manières sa finale de coupe dans 10 jours. Lugano prend un avantage psychologique avant le grand rendez-vous. Ça peut jouer un rôle, cette défaite avant la finale? Oui, un petit peu. En tout cas, ça peut les faire prendre conscience que s'ils ne mettent pas les ingrédients qu'il faut contre cet adversaire, ils peuvent se faire surprendre et puis se faire punir parce qu'ils ont la qualité en face. Quand on voit que sur les côtés, ils sont capables d'avoir un international suisse et Aliceda qui, pour moi, est la révélation de ce deuxième tour qui a un potentiel assez intéressant. Si IB n'est pas concentré d'entrée, potentiellement, il pourrait se faire surprendre. Encore 2 petites informations. C'était la première aujourd'hui de Serif Berbic avec la suspension de Saipi dans les buts. Donc Berbic a joué son premier match en Super League, un blanchissage donc face à IB, pas mal pour débuter. Et deuxième information, cette fois-ci, cette semaine, on a appris que Michael Facchinetti et D'Aprella, Fabio, j'avais oublié son prénom, Fabio D'Aprella allait quitter le FC Lugano en fin de saison. On annonce Fabio D'Aprella, par exemple, du côté du FC Zurich. C'est une bonne pioche, Steve Guillot, d'avoir un Fabio D'Aprella dans l'effectif? Moi, je pense qu'avec l'expérience qu'il a, moi, j'ai toujours considéré que c'est un excellent défenseur. Et je pense que oui. Il faut, dans un vestiaire de tout, des jeunes. On les a vus ce soir, magnifiques. Et puis, il faut des joueurs d'expérience, des joueurs de vestiaire. Et quand on peut s'imaginer la défense centrale à 3 entre Kriesiu, D'Aprella et Katic, je crois qu'on n'a pas envie d'être attaquant ce genre de défenseur. Et on a Yohan Taché qui a recueilli l'interview de Michael Facchinetti. Michael Facchinetti a eu une grosse implication de tous les joueurs ce soir du FC Lugano. C'était une victoire méritée. Vous êtes battu dans tous les duels et vous avez été chercher ces 3 points.
Oui, on a été chercher ces 3 points. Je pense que c'était important aussi pour la confiance avant la finale qui va nous attendre à Berne. On sait que ça ne va pas être facile, mais nous, on reste concentrés jusqu'à la fin parce que nous, on a encore quelque chose à jouer en championnat. Ils sont déjà champions, donc peut-être ils ont un peu de relâchement. Mais nous, je pense qu'on a pris le match sérieusement et c'était important de finir comme il faut ici à Cornaredo, surtout qu'il va y avoir des changements l'année prochaine. La tribune va partir, donc c'est un gros cadeau qu'on fait aux supporters. Vous avez parlé de la finale de la Coupe de Suisse. Est-ce que c'est un avantage psychologique pris par le FC Lugano envie de cette rencontre? Je ne sais pas si c'est un avantage psychologique, mais je pense que nous, on montre qu'on est prêt, qu'on a envie d'aller la chercher, qu'on a envie de la ramener. Et je pense que c'est une attitude à avoir aussi à Berne et puis aller de manière conquérante parce qu'on sait que ce ne sera pas facile, mais c'est sur un match, tout qui est jouable, donc ce sera à nous de jouer notre chance. Un dernier mot pour vous, c'était votre dernier match au Cornaredo, il y avait de l'émotion? Oui, beaucoup d'émotion. C'est vrai que j'ai adoré cette région aussi, le groupe est fantastique, je m'entendais très bien avec tout le monde, donc c'est vrai que pour moi c'est particulier. J'ai fait 3 ans ici, je me suis vraiment plu, donc voilà, après nos chemins se séparent, mais Lugano restera à jamais dans mon cœur. Quant à Maceras, IB est défait par Lugano, on a l'impression que IB était moins dans les duels que Lugano, c'est aussi le sentiment que vous avez sur le terrain? Ouais, bien sûr, on a pris ce match au sérieux, mais c'est vrai qu'au niveau des deuxièmes balles, on en a perdu beaucoup. Puis ensuite, ça nous a créé des situations où on a pris des contres. C'était ces ballons 50-50, ces duels, on en a beaucoup perdu aujourd'hui, alors que d'habitude, c'est notre force. Il y a également la répétition générale en vue de la finale de la Coupe de Suisse. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements aujourd'hui avant cette rencontre dans 10 jours? C'est clair qu'il faudra jouer différemment. Après, je pense que ce sera complètement un autre match. On sera à domicile sur notre surface, donc ce sera un autre match. Vous-même, vous avez été titularisé à la dernière minute à la suite de la blessure de Kevin Ruegg à l'échauffement. C'est dur de rentrer dans un match comme ça? Ouais, c'est difficile, surtout que je m'étais pas échauffé. J'ai eu 2-3 minutes pour m'échauffer. Donc j'ai pris du temps à avoir le second souffle. Ça m'a pris du temps, mais après, je suis rentré petit à petit dans le match. Allez, récap des résultats de cette 35e journée de Super League avec 2 matchs nuls entre Servette et Bâle, entre Grasshopper et Saint-Gall, et puis les défaites de Sion et de Winterthur. Tout reste ouvert, statu quo en haut et en bas du classement. Seul changement, Zurich qui prend la 7e place et Saint-Gall qui passe 8e. Il ne reste plus qu'une journée de Super League, l'occasion de poursuivre la découverte de notre équipe type. Les journalistes, les consultants Blue Sport ont voté. On découvre qui sont, selon nous, les milieux de terrain sur l'ensemble de la saison. Blue Sport a choisi ses milieux de terrain. Milieu gauche, Renato Steffen. L'international helvétique de poche est de retour au pays, et à Lugano plus précisément. Et sous le soleil tessinois, il s'éclate. Que ce soit sur l'aile gauche où nous l'avons sélectionné ou sur l'aile droite. Le virevoltant argovien a largement contribué à la magnifique saison réalisée par les Bianconeri, en étant notamment l'un des meilleurs passeurs de Super League. Milieu axial, Fabian Rieder. Grâce à une saison pleine, à un talent indéniable et à une régularité certaine, le Bernois a bien évidemment été retenu quasiment à l'unanimité. À seulement 21 ans, l'international helvétique a décroché son 2e titre national avec IB. Avec notamment sa belle patte gauche, Rieder continue son ascension vers les sommets. Sa titularisation face au Brésil lors de la dernière Coupe du Monde en est la preuve. Milieu axial, Max Meyer. Si l'Allemand avait toujours joué comme cette saison, il ne se retrouverait certainement pas en Super League à cette étape de sa carrière. Meyer marque, Meyer aide à marquer, mais son influence va au-delà des chiffres. Cette saison, il a bonifié le jeu de Lucerne tout en encadrant les jeunes à ses côtés. Doté d'une magnifique vision du jeu, d'une technique irréprochable, d'une excellente frappe et d'une combativité à toute épreuve, ce milieu de terrain a largement sa place dans notre équipe type de la saison. Milieu droit, Christian Fasnacht. Après une saison marquée par les blessures, le Zurichois est bien de retour et surtout indéboulonnable aux yeux de Raphaël Vicky. Expérience, sérénité, qualité technique, le joueur de 29 ans s'intègre parfaitement dans le milieu en diamant d'IB. L'international suisse est fidèle depuis 6 saisons au jaune et noir. Il n'a jamais saisi l'occasion de partir à l'étranger. Bien lui en a pris lorsque l'on regarde son palmarès, avec notamment ce 5e titre de champion personnel engrangé cette saison. En
passe à la deuxième division helvétique avec Yverdon Sport qui a validé sa promotion en Super League après son match nul face à Haro mardi soir. Yverdon Sport n'est pas le club le plus réputé du canton. Tim Guimin vous dresse le portrait historique de cette équipe. 17 ans après l'avoir quitté, Yverdon Sport est de retour dans l'élite. Pour la 4e fois de son histoire, IS évoluera au plus haut niveau. Un exploit pour ce petit club du Nord-Vaudois. Yverdon a toujours été coincé entre Xamax et Lausanne, qui sont deux grands clubs de l'histoire du football suisse. Et Yverdon, évidemment, ne boxe pas de cette catégorie-là. Par contre, c'est un club qui mobilise quand même une région petite, hein, mais Yverdon et région, quelques villages autour, c'est Yverdon Sport. Ça l'a beaucoup été dans les années 80, 90, 2000. Un peu moins, évidemment, après la relégation et la disparition du foot professionnel, c'est clair. Mais maintenant, on voit que les clubs autour, les villages autour, se reprennent gentiment au jeu et reviennent ici au stade municipal. C'est le club, je dirais, d'une ville et un petit peu d'une région. Voilà ce qu'est Yverdon Sport. Un club familial avec un stade créé dans les années 60, rénové récemment sous l'impulsion de son président Mario Di Pietrantonio. Un président en poste depuis 2014, quand l'équipe évoluait encore en Première Ligue, il est l'acteur principal de ce retour dans l'élite. Yverdon Sport, c'est un club qui a toujours vécu grâce à des mécènes. Quand il y a eu un président fort, Yverdon Sport a été fort. Clairement, Yverdon Sport ne peut pas vivre tout seul. Yverdon Sport n'est pas autosuffisant, il n'y a pas le public pour, il n'y a pas les entreprises pour, il faut un mécène. Et maintenant, c'est Mario Di Pietrantonio, c'est lui qui met son argent, c'est lui qui active son réseau, c'est lui qui a trouvé les sponsors et son argent personnel aussi, pour qu'Yverdon Sport puisse aller en Super League pour la 4e fois. Et clairement, aujourd'hui, si Mario Di Pietrantonio part et que sa succession n'est pas réglée, Yverdon Sport retombera, mais même pas forcément en Challenge League, en Promotion League ou en Première Ligue. Donc c'est clair que Yverdon est un club qui vit par ses mécènes. C'est clair et net. Brian Beyer, Marco Schellibaum et consorts écrivent une nouvelle page de l'histoire du club. Ils marchent dans les pas d'illustres Yverdonois qui ont, par le passé, gagné leur lettre de noblesse dans le football suisse. Évidemment, les 3 promotions, la première, elle était magnifique, évidemment, c'est 2 juin 93, c'est quasiment toute une ville qui se déplace à Schaffhouse, à l'autre bout du pays, pour aller gagner à Schaffhouse. Bernard Chalande est là, une équipe composée quasiment uniquement de joueurs du coin, avec quelques étrangers de grande valeur. Ensuite, évidemment, Lucien Favre, clairement, la montée en 99, le seul maintien pour l'instant en première division de l'histoire d'Yverdon, avec cette 5e place à Noël. Et là, évidemment, les noms, on les connaît, hein, Ludo Magnan, Leandro, voilà, c'est clair que cette génération-là, elle a marqué les esprits. Et puis, la dernière montée, elle est un peu plus anonyme de l'imaginaire collectif, les gens ne s'en rappellent pas forcément, c'est Radu Dunweiler. Hein. Yverdon fait un bon premier tour, Aguirre part à Noël et Yverdon ne se maintient pas. Voilà, et c'est la dernière fois qu'Yverdon est allé en Super League, donc en première division, c'était cette saison-là, 2005-2006, donc ça fait 17 ans aujourd'hui. La prochaine journée de Challenge League, c'est samedi et nous, on vous donne rendez-vous lundi à 16h pour la dernière journée de Super League ici même. Merci beaucoup de m'avoir accompagné à vous 3. Un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité. On vous souhaite une douce nuit. Bye bye.